Une lettre. Qui n'est pas destinée à ses mains et qui change tout. Bienvenue à Mystère de minuit. Je suis votre hôte, Gustave. Dites-moi, d'où venez-vous ce soir? Vous entendre tous enrichit vraiment l'expérience. Commençons. C'était un matin froid et venteux, lorsque la nouvelle parvint dans la rue calme et ordonnée de Warwick Close, un étroit croissant de maisons édouardiennes, niché comme un îlot de civilité à 2 pas de Holland Park Avenue. Au numéro 7, 2 bouteilles de lait restaient intactes sur le perron, leurs bouchons gelés par le froid. Le heurtoir en laiton, une tête de lion émoussée par le temps, n'avait pas été touché depuis la veille. Cela, en soi, n'avait rien d'extraordinaire. Ce qui fit jaser et pointer du doigt, ce fut ce que la femme de ménage découvrit à 8h30 ce matin-là. Madame Eugénia Marsh, une veuve de grande réputation et dont les amis restaient rares, avait été retrouvée affalée à son bureau, le corps raide, l'expression curieusement calme, une lettre à moitié écrite serrée dans sa main droite gantée. L'encre avait séché au milieu de la phrase. Une tasse de thé gisait brisée sur le sol. Il n'y avait aucune trace de sang, aucune trace d'effraction et, plus déconcertant encore, la maison était fermée à clé de l'intérieur. La police fut appelée. Un jeune inspecteur aux traits pincés et aux bottes cirées, l'inspecteur Lomax, arriva peu avant 9h. Il traversa les pièces d'une nérisette avec l'air de quelqu'un qui avait conclu, bien prématurément, que rien de bien criminel ne s'était produit. Cause naturelle, murmura-t-il après un examen rapide. Aucune trace de lutte, aucune trace de poison non plus, à moins qu'elle n'ait eu envie de glisser quelque chose dans son propre Darjeeling. Rien ne manquait. Aucun objet de valeur n'a été dérangé. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que des complications ne commencent à apparaître. Le médecin, un homme mince au nez rouge et à la moustache grise, semblable à un papillon, de nuit hésita avant de signer le certificat de décès. « Quelle rigidité inhabituelle, dit-il. Je n'aime pas le timing. Trop rapide. » Il tapota pensivement le papier, puis jeta un coup d'œil à la main de la morte. Et puis, regardez ça. La lettre, toujours serrée entre le 2e et le 3e doigt, n'était pas adressée à un membre de la famille ou à un ami, mais à M. Alton R. Frobisher, avocat à la City. La ligne visible disait « Et donc je dois finalement vous confier cela, même si je soupçonne que cela pourrait provoquer une tempête sur bien des têtes. » Le reste de la lettre était plié, légèrement taché par du thé renversé et rendu illisible. Il n'y avait pas de 2e page. Et puis, dans le tiroir verrouillé du secrétaire de Madame Marsh, on découvrit une seconde lettre, soigneusement pliée et placée dans une enveloppe rouge scellée à la cire. Elle n'était pas adressée. Son contenu était bien plus étrange, accusateur, truffé de menaces voilées et tapé à la machine plutôt qu'écrit. Il n'y avait pas de signature. À midi, la confiance de l'inspecteur Lomax commença à s'effriter. Le médecin légiste demanda des analyses toxicologiques. La femme de ménage, une jeune fille larmoyante nommée Ivy, insista sur le fait que Madame Marsh semblait nerveuse, comme si elle avait vu quelque chose d'horrible la semaine précédente. La voisine d'à côté, Madame Harkness, rapporta une violente dispute 2 jours plus tôt entre la veuve et un grand monsieur portant un chapeau Homburg, qu'elle n'avait jamais vu auparavant. C'est à ce moment-là, alors que l'inquiétude avait remplacé la certitude et que les rumeurs de jeu déloyal commençaient à se multiplier, qu'un télégramme fut envoyé à Whitehaven Mansion. Hercule. Poirot, l'homme le plus précis et le plus singulier, reçut l'enveloppe au petit déjeuner. Le pain grillé était déjà froid, le café tiède, mais ses moustaches étaient impeccables. Il lut le mot une fois, le plia soigneusement et le plaça à côté de son œuf à la coque. « Encore une mort subite », dit-il en tapotant la coquille avec une expression de légère désapprobation. « Une veuve, une lettre, une porte verrouillée. Voilà, Hastings. Notre journée commence. » Le capitaine Hastings, assis en face de lui et en train de beurrer un scone, leva les yeux, surpris. « Vous ne pensez pas que ce soit un simple accident ?» Poirot lui jeta un coup d'œil par-dessus le bord de sa tasse.
Mon cher Hastings, on n'écrit pas une lettre faisant allusion à une tempête sur plusieurs têtes, en sirotant du thé, pour ensuite s'éteindre à mi-chemin, à moins que le destin ait le sens du théâtre. Moi, en revanche, je ne crois pas au destin théâtral. Je crois à l'intervention humaine. Tu vas à Warwick Close, alors? Poirot hocha la tête. En effet, j'ai déjà téléphoné à l'inspecteur Lomax. Il est jeune, ambitieux et un peu dépassé. Il a aimablement consenti à ma présence, tout en essayant de me rassurer. Tout allait bien. Ah, la jeunesse! Il se leva, ajusta les poignets de son costume gris tourterelle et attrapa ses gants. « Viens, mon ami, allons à la rencontre. » De la veuve qui détenait la mauvaise lettre. Warwick Close était bouclé lorsque Poirot et Hastings arrivèrent, les trois croissants bourdonnant d'une tension sourde. Des visages curieux scrutèrent la scène derrière des rideaux de dentelle. Un agent de police se tenait seul à la grille, son souffle embuant l'air. Poirot présenta ses papiers d'un geste théâtral et fut admis sans hésitation. Le numéro 7 présentait tous les traits distinctifs d'une classe moyenne bien tenue. À l'intérieur, le couloir sentait légèrement le cirage à la lavande et le pain grillé. Poirot s'arrêta sur le seuil du bureau, son regard balayant la pièce avec une précision mesurée. « Voilà, » dit-il doucement, en désignant le plateau, « 2 thés. Remarque Hastings, la deuxième tasse intacte. Elle attendait quelqu'un. Mais la deuxième personne n'a jamais bu. Et pourtant, » murmura Hastings, « la porte était verrouillée de l'intérieur. Aucun signe d'entrée ou de sortie. » Poirot haussa les sourcils. « Non signe, oui. Mais peut-être qu'il y a eu autre chose. On verra bien. » Ils furent accueillis par l'inspecteur Lomax, dont les manières étaient polies, quoique légèrement réservées. « Rien de concluant pour l'instant, monsieur Poirot, dit-il. Analyse toxicologique en cours. Et les lettres, eh bien, la deuxième est une énigme. Pas d'adresse, pas de signature. Juste ceci. » Il tendit à Poirot la missive dactylographiée. Poirot lut en silence, puis à voix haute, « Je sais ce que tu as fait à Vienne, et tu seras démasqué si tu continues à t'immiscer. C'est ton dernier avertissement. » Il y eut un silence. « Vienne ?» répéta Hastings. « Mais dans quoi? Était-elle mêlée ?» L'expression de Poirot restait indéchiffrable. « C'est précisément ce que nous devons découvrir, mon ami. » Il se retourna vers le bureau, les sourcils froncés, sa main gantée flottant au-dessus du buvard. Puis, il se baissa, prit quelque chose avec sa pince à épiler et l'examina attentivement. « Hastings s'approcha. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Poirot le brandit. Un minuscule bout de papier déchiré au bord, pas plus grand qu'un timbre-poste. Il y avait dessus seulement 3 mots, à peine lisibles. Pas lui. « Danger », il le glissa, dans sa poche avec un murmure de satisfaction. « Ça commence », dit-il doucement. Poirot resta immobile un long moment, les yeux plissés, passant du bout de papier entre ses doigts au corps toujours assis avec un calme étrange à son bureau. La pièce, si sereine en apparence, semblait maintenant pleine d'échos discordants. 2 lettres, une tasse de thé cassée, une phrase inachevée et un fragment de papier avertissant d'un danger. C'était, pensa-t-il, une composition aux notes désaccordées. L'inspecteur Lomax rôdait près de la porte, s'efforçant de ne pas paraître impatient. « Nous avons recueilli les déclarations de la femme de ménage et du jardinier, » dit-il. La femme de ménage, Ivy, semble sincère, mais simple. Le jardinier, M. Royce, affirme n'avoir rien vu d'inhabituel hier, même s'il admet être arrivé en retard. Poirot hocha poliment la tête, mais ne quitta pas son regard du bureau. Il passa un doigt, ganté et précis, sur le bord d'un petit tiroir dans un coin. « Vous avez ouvert tout ça? Nous l'avons fait. Et vous n'avez trouvé aucune enveloppe qui pourrait correspondre à la lettre dactylographiée? Non, seulement l'enveloppe rouge scellée dans laquelle il est arrivé. Elle se trouve dans notre pochette à preuve. Il n'y avait ni initiale, ni empreinte digitale, hormis celle de la victime. Celui qui l'a envoyée a été prudent. » Poirot murmura quelque chose en français, presque à voix basse, et se redressa. « Allons rencontrer la femme de chambre, s'il vous plaît. » Ils furent conduits dans un salon au tissu défraîchi
et aux rideaux imprégnés d'une odeur de naphtaline. Ivy, une jeune fille rondelette d'à peine 19 ans, était assise au bord du canapé, serrant un mouchoir à deux mains. Ses yeux rouges s'écarquillèrent à l'entrée de Poirot, et elle se leva aussitôt. « Pas besoin de vous lever, mademoiselle, » dit doucement Poirot. « Je suis Hercule Poirot et je souhaite simplement vous poser quelques questions. »« Oui, monsieur. »« C'est vous qui avez trouvé Madame Marsh ce matin ?»« Oui, monsieur. Je viens tous les matins allumer le feu et lui préparer le petit déjeuner. Elle laisse toujours la porte d'entrée déverrouillée, juste sur le loquet, mais ce matin elle était verrouillée de l'intérieur. J'ai utilisé le double de la clé. J'ai appelé mais personne ne répondait. Alors je suis allé dans le bureau, et elle était là. « Tu ne l'avais pas vue la veille ?»« Non, monsieur. Elle m'a dit mardi qu'elle n'aurait pas besoin de moi mercredi. Elle a dit qu'elle attendait quelqu'un de privé, un appel qu'elle ne voulait pas entendre. » Ivy rougit. « Je n'ai pas... » « Demandez qui ? Ce n'était pas mon rôle. » Poirot pencha la tête. « A-t-elle dit autre chose ?» Elle semblait troublée, monsieur. Je lui ai demandé si elle était malade et elle m'a répondu « J'ai vécu avec la culpabilité trop longtemps, Ivy. Certaines lettres ne disparaissent pas. » Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. A-t-elle déjà reçu des lettres? De menaces auparavant? Je ne l'ai pas vue, mais elle gardait son courrier sous clé. Elle ne faisait pas confiance au facteur. Parfois, elle me demandait de déposer moi-même les lettres à la boîte aux lettres. Elle disait que c'était plus sûr. Est-ce qu'elle avait peur? Plus que ça, monsieur. Elle avait peur de quelqu'un qu'elle connaissait. Poirot hocha lentement la tête, puis jeta un coup d'œil à Lomax. Tu as mentionné qu'un voisin avait entendu une dispute. Madame Harkness. Elle habite à côté, au Néror 6. Elle a dit avoir entendu des voix s'élever tard, mardi soir. Une voix d'homme en colère. Madame Marsh lui répondait en criant. Ivy sursauta. Ça devait être lui, le monsieur au manteau clair. Tu l'as vu? Seulement depuis la fenêtre de l'escalier, monsieur. Mardi soir, juste au moment où je partais. Il était grand, élégant, avec une canne et une drôle de boiterie. Il marchait comme s'il avait une jambe douloureuse, mais il ne voulait pas que personne le voie. Poirot croisa les bras. Et c'était le jour même où elle vous a congédié plus tôt que prévu. Oui, monsieur. Tu es sûr de ne jamais l'avoir vu auparavant? Non, monsieur. Mais je crois qu'il lui a fait peur. Elle m'a fait promettre de ne pas parler de ses visiteurs, et je ne l'ai pas fait. Mais maintenant, vous faites bien, mademoiselle. La vérité doit éclater. Poirot se tourna vers Lomax. Il faut retrouver cet homme. On se renseigne. Personne d'autre sur le croissant ne l'a vu. Poirot haussa un sourcil. Ah, mais quelqu'un l'a fait. Ce genre de gentleman est toujours présent. Il faut demander aux laitiers, aux livreurs de journaux, aux balayeurs de passage, piétons. Ils remarquent ce que les voisins ne voient pas. Ils retournèrent brièvement au bureau avant de sortir dans le jardin. Le ciel s'était légèrement éclairci, même si les arbres restaient squelettiques. Poirot s'arrêta devant le portail et se tourna lentement pour observer la rue. « Dites-moi, inspecteur, » dit-il doucement, « Madame Marsh avait-elle de la famille? Un seul fils, Gerald Marsh. Il habite près de Maidenhead, un peu joueur. Ils étaient séparés jusqu'à récemment, apparemment. Éloignés, mais pas au-delà de la réconciliation. Il y a 3 jours, elle a laissé un message à son notaire pour lui demander de mettre à jour son testament. Il n'était pas encore signé, mais elle ajoutait apparemment un codicille rétablissant Gérald comme son héritier. « Curieux, » murmura Poirot. « Et cet avocat, Alton Frobisher, un nom respecté. Nous lui avons déjà parlé. Il a confirmé qu'elle avait demandé un rendez-vous privé hier matin. Il attendait un appel de suivi de sa part, mais il ne l'a jamais reçu. » Le regard de Poirot s'aiguisa. C'était lui le destinataire de la lettre qu'elle n'avait jamais terminée. Oui. Alors nous devons aller le voir ensuite. Ils se rendirent chez le notaire plus tard dans la matinée. Le cabinet Frobisher & Dole était installé dans un imposant bâtiment géorgien près de Lincoln's Inn. Alton Frobisher était un homme mince et efficace, à la peau pâle comme du parchemin et à la fine moustache. Il se leva pour les accueillir, d'un hochement de tête vif. «
Monsieur Poirot, dit-il, je craignais cette visite. J'ai été très choqué d'apprendre la mort de Madame March. Poirot prit la place qui lui était offerte. Vous attendiez une lettre d'elle? Oui, nous avions eu une conversation en début de semaine. Elle voulait modifier son testament. Elle semblait agitée. Elle disait avoir appris quelque chose qui pourrait exposer certaines personnes. Est-ce qu'elle les a nommées? Non. Mais elle a bien dit que cela avait un rapport avec des événements survenus il y a des années. J'ai cru comprendre que c'était lié aux affaires de son défunt mari en Europe, avant la guerre. Quelque chose qui, selon elle, n'avait jamais été retrouvé. Hastings parut perplexe. Avant-guerre? Ce serait... Quoi, l'Autriche? L'Allemagne? Frobisher hocha la tête. Son mari était en poste à Vienne pendant un temps, dans les cercles diplomatiques. Je n'ai jamais eu le fin mot de l'histoire, mais elle a laissé entendre qu'une lettre avait refait surface. Une lettre qu'elle croyait détruite. Poirot resta silencieux un instant, puis il sortit la menace dactylographiée de sa poche et la passa sur le bureau. Diriez-vous que cela correspond à l'affaire à laquelle elle faisait référence? Frobisher lut le mot, puis pâlit. Seigneur, je dirais bien. Ça expliquerait sa peur. Vienne, oui, c'était le mot qu'elle avait utilisé. Le passé a une longue mémoire, Alton, dit-elle, plus longue que je ne l'aurais jamais imaginé. Poirot se pencha en avant. Et fais-toi, tu sais à quoi elle faisait. Référence? Frobisher hésita. Non, mais je soupçonne que quelqu'un a cru qu'elle allait parler, et quelqu'un a voulu l'en empêcher. Poirot se leva. Alors, c'est à nous de découvrir qui et pourquoi. Alors qu'il ressortait. Dans la rue, Hastings demanda doucement « Et maintenant ?» Poirot ne répondit pas immédiatement. Ses yeux étaient fixés sur les toits de Warwick Close, désormais visibles dans la lumière de la fin de matinée, et un froncement de sourcils se dessina sur son front. « Il y a un fil, » murmura-t-il. « Il est très fin, mais il existe. Nous avons la dame, la lettre, le mensonge. Nous verrons bientôt comment ils sont cousus ensemble. » Et sur ce, il s'avança vivement, son manteau prenant le vent comme la voile d'un petit navire déterminé. La pluie avait commencé à tomber lorsque Poirot et Hastings revinrent à Warwick Close, douce et persistante, tel un murmure d'eau contre les façades de briques. Poirot s'arrêta sous l'arche en fer forgé et contempla la rangée de maisons impeccables, dont les fenêtres étaient maintenant obscurcies par la bruine et les rideaux tirés. Il semblait calculer quelque chose d'invisible. Une équation mentale à moitié résolue. À l'intérieur du numéro 7, l'inspecteur Lomax les a accueillis avec des nouvelles qui ont considérablement modifié le paysage de l'affaire. Le rapport de toxicologie est revenu, dit-il en les introduisant de nouveau dans le bureau. D'infimes traces d'aconitine, suffisamment pour paralyser le cœur sans symptômes apparents. Ils en ont trouvé des traces dans le thé. Poirot haussa les sourcils, sans surprise toutefois. « L'aconitine, » répéta-t-il doucement. « La reine des poisons, une teinture peut-être. Amère, mais pas indétectable dans un thé fort. C'était mélangé au sucre, » ajouta Lomax d'un ton sombre. « C'est comme ça qu'on le lui a donné. Elle n'a sucré que sa propre tasse. La seconde tasse est restée intacte. » Poirot hocha la tête. Alors notre tueur était soit sûr qu'elle ne partagerait rien, soit savait précisément comment elle prenait son thé. Elle vivait seule, dit Lomax, mais ça ne limite pas vraiment la portée. Cela le rétrécit assez, se répondit Poirot. Quelqu'un de proche, quelqu'un qui connaissait ses habitudes. Le fils, peut-être? Gérald March était à Maidenhead pour assister à une réunion du conseil municipal. Nous l'avons confirmé auprès de plusieurs témoins. Poirot essuya cette phrase comme une poussière sur sa manche. J'aimerais quand même lui parler. Mais avant cela, il faut penser à l'homme qu'Evie a vu, le visiteur boiteux au manteau pâle. Nous vérifions les dossiers des hôpitaux concernant les blessures récentes aux jambes. Aucune correspondance, pour l'instant. Il n'a pas donné son vrai nom, je pense, mais quelqu'un dans le quartier l'a peut-être vu arriver, peut-être même entrer. Poirot marqua une pause. Allons parler à Madame Harkness. L'agent de service les conduisit à la porte d'à côté.
Madame Harkness, la soixantaine, était une femme sévère, haute de taille, aux boucles argentées raides, coiffée avec une précision militaire. Son regard perçant passa de Poirot à Hastings, puis se posa avec curiosité sur le premier. « Vous êtes le détective ?» dit-elle avec plus d'intérêt que de chaleur. « Bien sûr, madame. Pouvons-nous entrer ?» Elle hésita, puis céda, leur faisant signe d'entrer dans un salon qui sentait légèrement l'huile de citron et la fumée de pipe. « J'ai raconté à la police ce que j'ai vu, » a-t-elle dit, « mais je vais le répéter. » Poirot s'inclina légèrement. « Vous êtes très aimable. Vous avez mentionné avoir entendu une dispute. Mardi soir, vers 7h30, j'étais au salon, fenêtres ouvertes. J'ai entendu des cris venant de la porte d'à côté, la voix d'Eugénia tranchante comme un couteau, et une voix d'homme plus grave. De la colère. Je n'ai pas compris les mots, mais ça ne ressemblait pas à une visite amicale. Avez-vous reconnu? La voix? Non. Mais ce n'était pas Gérald, je peux vous le dire, je l'ai rencontré, cet homme était plus âgé. Il avait un accent sec, il était instruit. Pas tout à fait anglais, si vous voyez ce que je veux dire. Les yeux de Poirot tressaillirent légèrement. Étranger? Pas exactement. Cultivé. Peut-être militaire. Aurait pu être européen. Poirot hocha la tête. Tu l'as vu? Je l'ai aperçu en partant. Manteau pâle, grand, chapeau baissé. Il se servait d'une canne, mais pas systématiquement. Plus par maniérisme que par nécessité. Il marchait d'un pas légèrement tortueux. Le reconnaîtriez-vous à nouveau? Peut-être, s'il parlait. Poirot semblait satisfait. Madame March a-t-elle eu beaucoup de visiteurs? Peu. Elle était réservée. Elle quittait rarement la maison. Elle allait parfois à la poste, mais envoyait surtout cette pauvre Ivy faire des courses. Une femme de secret, celle-là. Des secrets, elle recevait constamment des lettres, des écritures différentes, des timbres étrangers, et elle brûlait des choses. Un jour, j'ai vu de la fumée sortir de la cheminée par une chaude journée d'août. Je lui ai dit quelque chose et elle a souri, trop gentiment, en disant qu'elle aimait détruire le passé avant qu'il ne revienne. Poirot parut intrigué. Elle a dit ça, mot pour mot. Il se leva. « Madame, vous m'avez été d'une grande aide. » Ils quittèrent la maison et firent quelques pas en silence avant qu'Hastings ne demande « Qu'en pensez-vous » Poirot serra les lèvres. « Je pense qu'elle avait peur parce que le passé avait revient. Cette lettre que nous avons trouvée n'était pas seulement une menace, c'était un avertissement, une ultime tentative pour la faire taire. Croyez-vous vraiment que cela remonte à Vienne ?» Poirot s'arrêta brusquement à l'abri d'un arbre. Hastings, pendant la guerre, il y avait beaucoup de choses. Des renseignements clandestins, des allégeances corrompues, des secrets échangés comme des pièces de monnaie. Le mari de Madame March y était en poste. Du travail diplomatique, certes, mais ce mot cache bien des fonctions. Imaginez qu'il ait été impliqué dans une affaire illicite. Imaginez qu'elle l'ait aidé ou qu'elle en ait eu connaissance. Imaginez maintenant, après des années de silence, que quelqu'un craigne qu'elle ne le révèle. Mais pourquoi maintenant? Poirot resta silencieux un instant. Parce qu'une personne proche de l'affaire est revenue, et elle avait écrit quelque chose. La lettre inachevée à Frobisher n'était pas la seule. Elle mentionnait une confession, peut-être des mémoires. Si cela existe, cela révélerait tout. Ils retournèrent au numéro 7 et montèrent directement à l'étage. Poirot traversa lentement la chambre principale, son regard scrutant chaque surface avec un détachement clinique. Puis il entra dans une pièce plus petite, visiblement inutilisée depuis un certain temps, avec une seule chaise et une vieille malle à vapeur adossée au mur. Il s'agenouilla à côté. « Je crois que c'est ici que nous commençons. » Le coffre grinça lorsqu'il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des vêtements soigneusement pliés, des coupures de presse jaunies et sous un double fond, une liasse de lettres ficelées. Les mains de Poirot planèrent au-dessus d'elle, presque avec révérence. « Vienne 1938 » murmura-t-il en parcourant la première enveloppe, toutes adressées à Henry March. De l'un d'eux, « Ah !
à Von Stoller. Un nom que je reconnais. Hastings fronça les sourcils. Qui était-il? Un attaché subalterne aux ambitions ambitieuses. Connu pour changer d'allégeance quand cela lui convenait. Disparu en 1946. On dit qu'il aurait refait surface en Amérique du Sud. Il retourna une autre lettre. Et regardez, celle-ci est adressée à Eugénie elle-même. Cachet de la Poste de 1952, de Genève. Il est écrit simplement « Il faut tout détruire. Il n'est pas mort. » Ils l'ont regardé fixement. Poirot avait une voix basse. Elle a gardé ces choses pendant toutes ces années, malgré le danger. Et elle a dit à Frobisher qu'elle avait une tempête à déclencher. Alors, elle s'est mise à écrire. C'était son erreur. Il remit délicatement les lettres en place. Il faut maintenant découvrir qui d'autre connaissait leur existence, et si elle les a montrées à quelqu'un, peut-être à l'homme qui lui a rendu visite mardi soir. Ils étaient à peine redescendus que le gendarme les a interceptés. L'inspecteur Lomax a envoyé un message, dit l'homme. Ils ont localisé Gerald Marsh. Il est en route. Il a accepté de vous retrouver ici. Quelques instants plus tard, un taxi s'arrêta. Gerald Marsh était un homme grand, la quarantaine, aux joues creuses et vêtu d'un costume bien coupé. Ses yeux étaient rouges, mais secs. Il regardait Poirot avec une curiosité prudente. « Je crois comprendre que vous enquêtez sur la mort. »« De ma mère, » dit-il, même si on m'avait d'abord dit que c'était naturel. Poirot fit un geste vers le bureau. « S'il vous plaît, monsieur Marsh. » À l'intérieur, la porte fermée, Poirot alla droit au but. « Vous vous êtes récemment réconcilié avec votre mère. » Difficile de se réconcilier. Elle m'a écrit la semaine dernière pour me demander de la voir. J'ai été surpris. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des années, mais j'y suis allé. Elle était agitée. À propos de quoi? Elle a dit qu'elle avait quelque chose à me dire, quelque chose qui pourrait changer tout ce que je savais. Mais elle ne m'a jamais dit ce que c'était. Elle a juste dit qu'elle devait d'abord finir de l'écrire. As-tu vu quelqu'un d'autre lui rendre visite récemment? Il hésita. J'ai vu quelqu'un sortir de la maison ce jour-là. Un homme en manteau clair. Grand. Il avait l'air d'un militaire. J'ai supposé qu'il était médecin. Elle a refusé de le dire. Les yeux de Poirot se plissèrent. Pourriez-vous l'identifier? Pas clairement. Mais il bougeait bizarrement, comme s'il n'était pas habitué à son propre corps. Poirot se leva. Merci. Vous m'avez été d'une aide précieuse, plus que vous ne le pensez. Alors que Gérald partait, Poirot se tourna vers Hastings. Le passé revient, mon ami, et notre mystérieux visiteur en est le cœur. Mais bientôt il commettra une erreur, comme toujours. Le lendemain matin, le ciel était maussade et gris, une brume basse s'enroulant sur Warwick Close tel un voile. Poirot arriva promptement au numéro 7, suivi de Hastings, impeccablement vêtu d'un costume anthracite, gants boutonnés et moustache parfaitement cirée. Il s'arrêta dans le couloir de la maison de feu, Madame Marsh, puis désigna le palier de l'étage. « Il y a quelque chose qui continue de me contrarier, Hastings. Le plateau de thé. »« Le thé ?» répéta Hastings, légèrement déconcerté. « Mais oui, elle a préparé 2 tasses, attendant un visiteur. Elle a ajouté du sucre à la sienne. Du sucre empoisonné, mais n'a pas touché à l'autre. Cela nous indique qu'elle l'a servi, mais qu'il n'a jamais bu. Alors il a refusé le thé? Pas forcément. Il est peut-être parti précipitamment, ou il n'avait pas l'intention de boire. Ils montèrent à l'escalier et retournèrent au bureau. Poirot resta immobile un instant, puis se dirigea avec une énergie soudaine vers la cheminée, où des cendres persistaient encore. Sortant un carré, de papier plié de sa poche, il se pencha et en balaya soigneusement les bords. « Tu te souviens de ce qu'Ivy a dit ?» murmura Poirot. « Que Madame Marsh brûlait parfois des choses. Cet incendie était récent. Il ne datait pas de plus de 2 jours. Mais la police, c'est sûr. Ils ont cherché aux endroits évidents. Mais souvent, Hastings, la vérité, est passe dans le tiroir verrouillé, il est dans les cendres de ce qui n'était pas censé rester. » Il en extraya un morceau partiellement brûlé,
le dépliant délicatement avec une pince à épiler. Il n'en restait plus grand-chose, mais Poirot l'examina attentivement. « Il y a un nom, regardez, ici, dans le coin. L'encre a coulé, mais je crois qu'il est à nouveau écrit « Stoller ». Elle tentait de détruire la correspondance de cet homme. Ou peut-être à son sujet. Ils furent interrompus par un coup frappé à la porte. L'inspecteur Lomax entra, un dossier en papier Kraft à la main. Son expression était sombre. « Nous avons identifié l'homme boiteux, dit-il. Il s'agit du colonel Julius Ashcroft, attaché militaire à la retraite, en poste à Vienne. Pendant la guerre, il a brièvement travaillé avec Henry Marsh sous l'égide du service de renseignement. Il s'avère qu'il est rentré de Buenos Aires à Londres il y a seulement 3 mois. Il vit maintenant à Bayswater sous un faux nom, Jonathan Stretton. Jonathan Stretton, répéta lentement Poirot, le nom même qui figurait sur un bout de lettre retrouvé dans le coffre. Intéressant. On l'a amené, dit Lomax. Il ne parle pas beaucoup, mais il a accepté de vous voir. Alors partons immédiatement, dit Poirot. La conversation sera délicate. Nous avons affaire, je crois, à un homme dont la vie entière a été organisée pour éviter un tel règlement de compte. Le colonel Ashcroft était assis dans une petite salle d'interrogatoire sans fenêtre à Scotland Yard. C'était un homme de 65 ans, aux cheveux argentés et aux yeux pâles, impeccablement vêtu d'un costume en lin crème qui semblait étrangement déplacé dans la fraîcheur matinale londonienne. Il ne se leva pas à l'entrée de Poirot, mais lui adressa un bref signe de tête. « J'ai déjà répondu aux questions de l'inspecteur, » dit-il d'une voix hachée. « Je n'ai aucune intention de tomber dans le mélodrame. »« Colonel, » dit Poirot d'une voix douce, « vous connaissiez Madame Eugénia Marsh ?»« Je l'ai fait. »« Tu lui as rendu visite mardi soir. »« Je l'ai fait. Elle m'a convoqué. Elle avait des appréhensions. »« À propos de quoi ?» Ashcroft hésita. « À propos de décisions prises par le passé. Nous étions tous deux en poste à Vienne. Son mari s'est retrouvé mêlé à des affaires hors protocole. Contrebande d'œuvres d'art, vente d'informations, des liaisons dangereuses. Il l'utilisait comme messagère. Et toi ? J'ai fermé les yeux. Elle avait des raisons de craindre d'être démasquée, mais je lui ai dit qu'elle s'inquiétait des fantômes. Pourtant, quelqu'un lui a envoyé une lettre de menace, dit Poirot, l'accusant de ressusciter le passé. La bouche d'Ashcroft se contracta, mais il ne dit rien. Poirot posa la lettre dactylographiée sur la table entre eux. « C'était ton travail ?»« Non. »« Alors à qui ?» Ashcroft se laissa aller en arrière. D'autres à Vienne ont beaucoup perdu. Marsh a trahi plus que ses ennemis. Il a vendu des noms. Des gens sont morts pour lui. Il y a encore des survivants qui se souviennent. Poirot croisa les mains. « Madame Marsh vous a-t-elle montré quelque chose ? Des lettres ? Un manuscrit, peut-être ?» Ashcroft détourna le regard. Elle a dit qu'elle avait tout écrit. Une confession. Elle a dit qu'elle la publierait s'il lui arrivait quelque chose. Que ça les détruirait tous. J'ai essayé de la dissuader. Tu l'as menacée. La voix d'Ashcroft devint dure. Je l'avais prévenue. Si elle publiait ces informations, cela mettrait fin à des vies. Certains de ces hommes ont encore une position, une famille. Et puis elle était morte. Il se redressa brusquement. Je ne l'ai pas tuée. Poirot ne répondit pas. Il se leva et quitta discrètement la pièce, suivi de près par Hastings. « Eh bien ?» demanda Hastings une fois qu'ils furent dehors. « Ce n'est pas un tueur, » dit Poirot. « Mais il a peur, et la culpabilité l'envahit. Je crois que Madame Marsh voulait qu'il affronte la vérité. Peut-être pour obtenir une sorte de pénitence, mais quelqu'un d'autre voulait qu'elle se taise. Exactement. Et la réponse ne se trouve pas à Vienne, mais dans le présent. Revenons à l'avocat. Frobisher les retrouva cet après-midi-là. Son bureau, saupoudré d'or par le soleil couchant, semblait plus chaleureux qu'avant. Il paraissait anxieux. « J'ai trouvé quelque chose, » dit-il sans préambule. « C'est arrivé au bureau par coursier. Pas d'adresse de retour. » Il lui tendit une épaisse enveloppe. Poirot l'examina attentivement avant d'en extraire le contenu. Une lettre manuscrite, longue de plusieurs pages, de l'écriture fluide de Madame Marsh. « Elle a fait fini la confession, » dit doucement Hastings. «
Elle a fait plus que ça, murmura Poirot, les yeux scrutant les premières lignes. Elle a envoyé ceci pour qu'il ne soit remis qu'en cas de décès. Il lisait en silence, les lèvres serrées. Tout est là, dit-il finalement. Les noms, les dates, les machinations à Vienne, la piste financière. Et une autre chose, quelque chose d'extraordinaire. Elle ne s'est pas empoisonnée, comme certains le craignaient. Elle soupçonnait que quelqu'un pourrait tenter de le faire. Alors elle a changé de sucrier avant l'arrivée de l'invité. Elle n'en a pas pris. Hastings cligna des yeux. Mais elle n'était pas cela, victime visée. Le sucre empoisonné lui était destiné, visiteur. Poirot tapota la lettre du doigt. Elle soupçonnait Ashcroft, ou quelqu'un comme lui, de tenter de la faire taire, mais quelqu'un d'autre a trafiqué le sucre. Avant elle le pouvait. Le poison était déjà là. Donc le tueur s'attendait à son pour l'utiliser. Exactement. Mais il n'avait pas prévu qu'elle échangerait les bols. Et la deuxième tasse, intouchable, parce que le tueur n'est jamais venu boire. Ils l'ont préparé plus tôt, peut-être même avant mardi soir. Il regarda Frobisher. Quelqu'un d'autre savait-il qu'elle préparait des aveux? L'avocat hésita. Elle a appelé quelqu'un de ce cabinet la semaine précédente, un jeune greffier. Elle a dit qu'elle voulait mettre à jour son testament et laisser un colis en lieu sûr. Il a pris l'appel. Le regard de Poirot s'aiguisa. « Comment s'appelle-t-il ?»« Leonard Baines. Est-il venu travailler cette semaine ?»« Non. Il a appelé pour dire qu'il était malade mercredi. Il a dit qu'il ne se sentait pas bien depuis mardi. » Poirot échangea un regard avec Hastings. « Il faut lui parler tout de suite. » Leonard Baines habitait un modeste appartement près d'Edgware Road, au 3e étage sans ascenseur, au papier peint décollé et aux rideaux fins. Il ouvrit la porte avec réticence, le visage pâle et trempé de sueur. C'était un homme de 26 ans, anguleux, à lunettes et agité. « Oui ?» demanda-t-il. « De quoi s'agit-il » Poirot entra sans attendre d'invitation. « Monsieur, Ben, vous étiez la dernière personne à qui Madame Marsh confiait ses intentions, et vous l'avez trahi. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Vous saviez qu'elle écrivait quelque chose de dangereux. Vous craigniez que cela ne révèle des personnes avec lesquelles vous vous étiez alliés, peut-être un membre de votre famille, quelqu'un impliqué dans les anciennes affaires de Vienne. Vous saviez qu'elle utilisait du sucre dans son thé. Vous l'avez empoisonné. Non, lâcha Baines. Je n'ai pas, je le jure. Tu connaissais son emploi du temps. Tu savais qu'Ivy serait absente mercredi. Tu t'es faufilé avant la réunion avec Ashcroft, tu as préparé le plateau et tu es parti. Tu t'attendais à ce qu'ils boivent le poison. Mais elle a interverti les bols. Baines tremblait. Ce n'était pas censé être elle. Je voulais juste l'arrêter. Mon grand-père était nommé dans cette lettre. Je l'ai vue quand elle est venue au bureau. J'ai paniqué. L'expression de Poirot ne s'adoucit pas. Et au lieu de ça, vous avez assassiné une vieille femme qui tentait de révéler la vérité. Ben s'affala sur une chaise, la tête entre les mains. Je ne voulais pas. Poirot recula. L'enfer, Monsieur Baines, est pavé de conséquences inattendues. Il s'est détourné tandis que le policier menottait les poignets du jeune homme. La pluie avait cessé lorsque Poirot et Hastings quittèrent à l'appartement d'Edgware Road, mais les rues luisaient des vestiges de la tempête et de la culpabilité. Alors qu'ils montaient dans un taxi qui les attendait, Hastings jeta un coup d'œil par-dessus son épaule vers le bâtiment délabré et secoua la tête. « Un si jeune homme, » murmura-t-il, « et tout ça pour un nom dans une lettre. » Poirot resta silencieux un instant, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. Ce sont souvent les jeunes qui commettent des actes désespérés pour protéger les péchés des vieux. La loyauté, aussi mal avisée soit-elle, est une puissante motivation. Et pourtant il était prêt à tuer. Non, mon ami, pas de meurtre, pas précisément. Il avait l'intention de tuer quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas une défense. On peut viser une ombre, et quand même la toucher au cœur. Le taxi roula dans les rues humides, et le silence de Poirot se transforma en réflexion. Hastings, habitué depuis longtemps à ce silence maussade,
s'abstint de parler davantage jusqu'à leur arrivée à Whitehaven Mansion. Ce n'est que lorsqu'ils furent de retour dans l'appartement de Poirot, au chaud, au sec et entouré d'ordre, que le petit Belge se remua enfin avec un petit soupir. « Il reste un point, Hastings. »« Oh !» Les yeux de Poirot se plissèrent. Ben était l'acteur, certes, mais pas le dramaturge. Je crois que la lettre qu'il a vue n'a pas été découverte par hasard. Tu penses que quelqu'un recherchait lui pour le trouver? Exactement. Imaginons un manipulateur habile, quelqu'un qui connaissait les plans d'Eugénia Marsh, quelqu'un qui connaissait les liens familiaux de Bain avec Vienne, quelqu'un qui nourrit lui à envoyer la lettre, sachant qu'il agirait sous l'effet de la panique. Tu veux dire la lettre qu'elle a remise au cabinet du notaire, celle adressée à Frobisher? Non, un autre. Peut-être un brouillon, peut-être une page égarée. Quelque chose laissé délibérément à la vue. Trop pratique, trop précis, et cela soulève une question importante. Poirot se leva, le ton plus dur. Qui aurait cru que Madame Marsh révisait son testament et documentait ses souvenirs, et qu'elle avait l'accès et la subtilité nécessaires pour manipuler ces informations sans soupçonner personne? Hastings pensa, pas Frobisher lui-même. Tu lui fais confiance. C'est exact. Et Gérald Marsh, aucune chance. La servante Ivy, trop effrayée, trop honnête. Il reste... Poirot hocha la tête. Colonel Ashcroft. Mais il l'a nié. Poirot sourit sans humour. C'est vrai, mais nier n'est pas réfuté. Revenons-en à lui, non pas avec des questions cette fois, mais avec des révélations. Le colonel Julius Ashcroft faisait les 100 pas lorsqu'ils arrivèrent à Scotland Yard ce soir-là. La salle d'interrogatoire, silencieuse et sombre, semblait trop petite pour ses longs membres et son énergie débordante. Il se retourna à l'entrée de Poirot, le regard dur. « Encore toi, dit-il. J'ai déjà tout dit à votre inspecteur. »« Alors ne parlons pas de ce qui est connu, » répondit Poirot en retirant ses gants et en les pliant délibérément. « Discutons plutôt de ce qui s'est passé. Soupçonnez, vous craignez que Madame Marsh ne vous dénonce. Vous disiez qu'elle était instable, surmenée, mais vous, colonel, avez été le premier à la mettre sous cet éclairage. Vous avez semé la graine. » Le visage d'Ashcroft resta impassible. « Vous saviez aussi, poursuivit Poirot, qu'elle avait repris contact avec son avocat. Vous l'avez fait suivre. C'est ainsi que vous avez appris qu'elle avait repris contact. Avec le cabinet Frobisher & Dole. Vous avez utilisé cette information pour placer un document accablant dans sa maison ou sa correspondance, quelque chose qui allait ébranler le jeune Leonard Baines. Spéculation. Non, répondit Poirot fermement. Observation. Car qui d'autre aurait pu connaître le nom du grand-père de Ben? Qui d'autre aurait pu posséder des lettres de guerre l'impliquant, des lettres qui n'étaient pas censées quitter Vienne? Toi, colonel, vous gardiez des souvenirs. Et vous en avez placé un là où Baines le trouverait. C'était votre assurance. Les doigts d'Ashcroft tremblèrent. Vous saviez que Baines était inexpérimenté et idéaliste. Vous aviez confiance en lui pour agir sans réfléchir, et il l'a fait. Mais votre plan comportait une faille. Vous ignoriez que Madame Marsh était devenue prudente, qu'elle échangerait les sucriers. Et ainsi de suite. Elistmore, pas la cible visée. Ashcroft le fixa, la peau autour de ses yeux se crispant. « Tu ne peux rien prouver de tout ça. Peut-être pas devant un tribunal, dit Poirot calmement, mais je ne cherche pas le marteau, je recherche la vérité. » Il se leva lentement. « Vous avez orchestré le meurtre, mais vous n'avez pas touché à la coupe. Vous échapperez aux poursuites. » Ashcroft eut un rire amer. « Alors pourquoi es-tu ici ?» Poirot se pencha plus près. « Parce que je voulais voir ton visage quand je t'aurais révélé ce que tu n'as vraiment pas réussi à détruire. » Ashcroft cligna des yeux. « Elle en a fait une copie, la lettre, les aveux, tout existe sous deux formes. L'original est chez l'avocat, mais la copie, elle a été remise au ministère de l'Intérieur. Nom, date, fait. Les crimes de Vienne ne resteront pas enfouis. » La mâchoire d'Ashcroft se serra. « Cette femme était une idiote. Elle a été courageuse, » dit Poirot à voix basse. « Et finalement, elle a réussi. Elle a fait en sorte que ce qu'elle savait lui survive.
Il se retourna et se dirigea vers la porte. Hastings le suivit. Plus tard, dans le silence de Whitehaven Mansion, Poirot se tenait à sa fenêtre et contemplait les lumières du soir de Londres. Hastings sirotait un whisky dans le fauteuil derrière lui, pensif. Donc, au final, dit « Hastings, Ashcroft n'a rien empoisonné. Il a simplement tiré les ficelles. » « Un marionnettiste, oui, » dit doucement Poirot. « Mais les filles sont cassées dans ses mains. Et Baines, il sera jugé. La justice tiendra compte de sa jeunesse et de ses motivations. Mais une vie a quand même été perdue. » Ils restèrent assis un moment en silence. « Vous savez, » dit Hastings, « je ne peux m'empêcher de compatir avec Madame March. Elle a essayé d'arranger les choses. »« Elle a fait plus qu'essayer, » répondit Poirot. « Elle a réussi. La vérité est désormais dévoilée. Sa lettre suscitera des questions et des réponses seront exigées. Il y aura honte pour certains, peut-être justice pour d'autres. » Il se dirigea vers le buffet et se versa un petit verre de liqueur. Eugénia March a vécu trop longtemps dans l'ombre des actions de son mari. Finalement, elle est sortie de cette ombre pour entrer dans la lumière. Même si cela lui coûte la vie. Poirot hocha la tête. Oui, mais elle est morte en essayant de se racheter. C'est plus que beaucoup ne le font. Hastings leva son verre. À la veuve qui tenait la mauvaise lettre, les yeux de Poirot brillèrent. Non, Hastings, elle tenait le droite lettre. C'est juste que d'autres ont mal compris son but. Il buvait en silence, le bourdonnement de la ville tout en bas, et quelque part au loin, le fantôme d'une guerre qui n'avait jamais vraiment pris fin. Le lendemain matin, un rare rayon de soleil filtrait à travers les hautes fenêtres de Whitehaven Mansions, dorant le parquet et reflétant la théière en argent polé. Poirot était déjà habillé et assis à la table du petit déjeuner, versant du sucre dans son café avec un soin méticuleux. Hastings arriva quelques instants plus tard, la cravate légèrement de travers, encore secouée par le sommeil. « Tu es debout tôt, » murmura-t-il en se versant une tasse de thé. « Mais bien sûr, Hastings, » répondit Poirot, les yeux fixés sur son café. « L'affaire est peut-être résolue aux yeux de la justice, mais pour moi, le travail n'est pas encore terminé. » Hastings fronça les sourcils par-dessus le bord de sa tasse. « Tu penses toujours qu'il manque quelque chose ? Je ne pense pas, mon ami. Je sais. Notre solution est la bonne. Baines était l'instrument, Ashcroft la main derrière le rideau. Mais il nous reste des incohérences qui rongent les limites de la satisfaction. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Madame March craignait quelque chose bien avant de commencer à rédiger ses aveux. Et pourtant, elle a attendu. Pourquoi? Et surtout, pourquoi contacter son avocat, seulement maintenant, alors que l'affaire de Vienne était enterrée depuis des décennies? Eh bien, quelque chose a dû changer, dit Hastings. Peut-être a-t-elle reçu une nouvelle lettre, ou a-t-elle croisé quelqu'un du passé? Poirot se tourna vers lui, le regard perçant. Comme il se doit. Et c'est là que réside notre fil conducteur. Quelqu'un d'autre a déclenché son action. Quelqu'un de plus proche qu'Ashcroft ou Baines. Quelqu'un en qui elle avait une confiance absolue. Tu penses qu'il y a une autre personne impliquée? Poirot pinça les lèvres. Je le sais. Et cette personne est passée inaperçue, car elle n'a jamais nécessaire d'agir violemment. Il leur suffisait de susciter les bonnes craintes, de semer les bons soupçons et de laisser les autres faire le reste. Il jeta un coup d'œil à l'horloge. Nous allons à Maidenhead. La maison de Gerald March se dressait dans une ruelle résidentielle paisible. Ce bungalow moderne se détachait de ses voisins par une haute haie de Troène et un chemin de gravier bordé de pierres. Gerald lui-même ouvrit la porte, les manches de sa chemise retroussée, la cravate desserrée, une expression de surprise vague sur le visage. « Monsieur Poirot, » dit-il, « je ne vous attendais pas. »« Rares sont ceux qui le font, » répondit Poirot aimablement. « Pouvons-nous entrer ?» Gérald hésita un instant avant de s'écarter. Il les conduisit dans un salon propre mais impersonnel. Mobilier minimaliste, pas de photos et une absence étrange de livres ou de papiers. « Pardonnez-moi de vous interrompre, » dit Poirot
en s'installant au bord d'un fauteuil. « Mais voyez-vous, j'ai une dernière curiosité à satisfaire. » Gérald sourit, mais avec une certaine raideur. « Tu crois qu'il y a encore beaucoup à découvrir ?» Poirot hocha la tête. « Tu te souviens de notre dernière conversation? Tu m'as dit que ta mère t'avait contacté récemment, qu'elle avait laissé entendre une révélation. Oui, tu as dit qu'elle ne t'avait jamais dit ce que c'était. » Les yeux de Gérald clignèrent. « C'est vrai, mais tu as menti. » Il y eut un silence. Poirot se pencha en avant. « Tu savais exactement ce que ta mère avait l'intention de te révéler, parce qu'elle a fait raconter, ou te montrer, une partie de ce que tu as fait. Tu l'as encouragée à tout écrire, n'est-ce pas ?» Le visage de Gérald resta neutre. « C'est une accusation étrange, mais voyez-vous, j'ai des preuves. Le brouillon final de votre mère, remis à titre posthume à M. Frobisher, contient un passage absent de ces fragments précédents. Il vous désigne directement. Non pas par votre nom, mais par les circonstances, elle écrit « Il est venu me voir en octobre, transformé, plein de remords. Je le croyais sincère, mais quelque chose dans son regard m'effrayait, comme s'il craignait la vérité plus que moi. C'était toi, Gérald, ne dis rien. » Poirot se leva et marcha lentement vers la cheminée, ajustant une petite horloge décorative d'une demi-minute. « Vous nous avez dit être venu parce qu'elle vous avait écrit. Mais c'est vous qui avez pris contact. Après des années de silence, vous avez soudain souhaité la réconciliation. Pourquoi? » La voix de Gérald, quand elle se fit entendre, était basse. « Parce que je voulais savoir ce qu'elle m'avait caché. Je savais qu'il y avait quelque chose de terrible chez Père. Je me souvenais des disputes de mon enfance, ses pleurs la nuit, et puis j'ai appris, par un vieil ami de la famille, qu'elle avait été interrogée par des agents des services secrets. Ça n'avait aucun sens. Alors je lui ai posé la question, et elle l'a confirmé. Oui, elle m'a dit qu'il était impliqué dans des choses terribles pendant la guerre, des noms commerciaux, de l'art, des informations. Elle a dit qu'elle avait aidé à contre-cœur, mais que cela la hantait, qu'elle avait commencé à écrire. Alors tu l'as encouragée. Je nécessaire savoir. C'était un trou dans ma vie, Poirot. Tout ce que je croyais comprendre de notre famille avait disparu. Je voulais la vérité, même si cela signifiait perdre le moindre souvenir de lui. Poirot hocha lentement la tête. Et pourtant, votre mère a commencé à recevoir des menaces. Vous nous avez dit avoir vu un visiteur en manteau clair, mais vous avez dit, comme par hasard, ne pas le reconnaître. Gérald hésita. Je ne l'ai pas fait. Non, dit doucement Poirot. Mais vous invitez, vous saviez qui il était. Colonel Ashcroft, vous espériez que le confronter permettrait enfin de faire éclater la vérité au grand jour. Les mains de Gérald se crispèrent sur les accoudoirs de son fauteuil. Au début, elle ne voulait pas le voir. Mais j'ai insisté. Je pensais que si elle le voyait, tout sortirait. Elle me le dirait tout. C'est vrai, dit doucement Poirot. Et tu as sous-estimé l'effet de la peur. Tu as ouvert la porte à une vipère. Ashcroft est parti cette nuit-là bouleversé. Tu pensais qu'il disparaîtrait, tout simplement. Au lieu de cela, il a pris des mesures pour se protéger. Et, ce faisant, il a laissé derrière lui un sillage empoisonné. Gérald détourna le regard. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Savoir-il ferait n'importe quoi comme ça. Non. Mais vous avez allumé la mèche, monsieur March. Vous avez pointé une femme effrayée vers l'homme même qui redoutait le plus sa confession. Et elle en est morte. Il y eut un long silence. Poirot se retourna finalement vers la porte. Je ne crois pas que vous ayez eu l'intention de nuire, mais comprenez bien ceci. Votre désir de vérité était déguisé en égoïsme. Vous vouliez des réponses, pas la justice. En quittant la maison, Hastings jeta un coup d'œil à Poirot. Tu ne vas pas le dénoncer. Non, il ne l'a pas empoisonné. Il n'a pas manipulé Baines. Mais ses actes ont pesé lourd dans la balance. Un récit édifiant, Hastings. La vérité, même désirée, peut être dangereuse entre les mains de ceux qui ne sont pas préparés à son prix. Ce soir-là, Poirot retourna à Warwick Close.
La maison du Nearset était vide, les volets clos, le parfum de lavande depuis longtemps disparu. Pourtant, Poirot arpentait les couloirs comme s'il effectuait une dernière inspection, disant adieu, non seulement à une affaire mais à une histoire qui avait longtemps attendu d'être racontée. Il se tenait à nouveau devant le bureau, ses doigts reposant doucement sur son bord. C'était une femme de secret, dit-il à voix haute, bien que seul Hastings fût là pour l'entendre. Mais finalement, elle a utilisé sa voix. Et maintenant, les échos survivront au silence. De retour dehors, tandis que le crépuscule s'épaississait sur le croissant, Poirot s'arrêta devant le portail du jardin. Il regarda une fois plus la maison, ses fenêtres froides et sa cheminée vide, puis se retourna et s'éloigna. Et quelque part, loin derrière eux, dans le silence silencieux du bureau fermé, une seule lettre, scellée et posthume, attendait d'être lue. Par un autre, sa vérité n'ayant pas encore poussé un autre cœur à l'action. Les jours qui suivirent apportèrent un étrange calme, comme si la machine judiciaire, après avoir agi avec une détermination soudaine et terrible, fonctionnait désormais avec une lenteur bureaucratique. Ben resta en détention, ses aveux soigneusement examinés par les procureurs de la couronne. Le colonel Ashcroft, dont le passé était mis à nu, avait démissionné discrètement du club de gentlemen qu'il fréquentait autrefois et avait disparu de la scène publique, sans aucune inculpation ni déclaration. Le scandale circulait à Westminster, mais sans preuve tangible d'intention ou de poison sur lui, la justice s'était retirée de l'abîme. Hercule Poirot, cependant, ne l'avait pas fait. Dans son appartement impeccablement rangé de Whitehaven, mention, il se tenait devant une carte de Vienne en temps de guerre, soigneusement épinglée sur un tableau en liège. Un fin fil rouge reliait nom, date, institution. Depuis une maison de vente aux enchères autrichienne aujourd'hui disparue, jusqu'à une note des services secrets de 1943. Hastings observait la toile avec une légère perplexité. Poirot, l'affaire est définitivement réglée, le meurtrier a avoué, l'instigateur a été démasqué, même Gérald March a retrouvé sa vie paisible. Poirot ne quitta pas la carte des yeux. Et pourtant, quelque chose persiste, mon ami, comme un souffle sur la nuque. Tu penses qu'il y a quelqu'un d'autre? Je crois qu'il y a autre chose. Poirot s'éloigna du tableau. Pourquoi Eugénia March a-t-elle conservé ces lettres? Ni par nostalgie, ni par culpabilité, mais par peur. Elle croyait que la vérité pourrait un jour la protéger. Cela suggère qu'elle craignait quelqu'un d'encore plus qu'Ashcroft. Mais si ce n'est pas Ashcroft, qui? Poirot fouilla dans la poche intérieure de son gilet et en sortit une petite enveloppe, jaunie sur les bords. C'est arrivé hier. Pas de cachet de la poste, pas d'adresse de retour glissée sous la porte. Hastings le prit et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier à lettres couleur crème, dactylographiée dans une vieille police mécanique. Elle avait raison de ne pas faire confiance à l'homme à la canne. Mais il n'était pas le seul qu'elle aurait dû craindre. Aucune signature, aucune indication d'origine. Poirot se tourna vers la fenêtre, observant les nuages gris se déplacer à l'horizon. Ceci n'est pas la lettre d'un lâche, Hastings. C'est la lettre de quelqu'un qui en sait trop et ose en dire trop peu. Hastings fronça les sourcils. Et vous croyez que c'est lié? Oui. La lettre confirme mes soupçons. Il y a un autre fil conducteur, une dernière ombre portée, sur Vienne et Warwick Close, et j'ai l'intention de le découvrir. Cet après-midi-là, Poirot demanda une dernière visite à la maison de feu Eugénia March. La propriété, désormais en suspens juridiquement, devait être inventoriée la semaine suivante, mais l'inspecteur avait accepté de lui accorder une dernière heure de solitude. Il remonta l'allée d'un pas lent et posé sur le sentier familier. L'agent de police à la porte le laissa entrer sans un mot. À l'intérieur, la maison restait calme. Le salon était silencieux comme un tombeau. Poirot se dirigea une fois de plus vers le bureau où se trouvait le bureau qui avait renfermé tant de secrets. Il ouvrit à nouveau chaque tiroir, non pas à la recherche de papier cette fois, mais d'une structure.
d'un savoir-faire artisanal. « Mais oui, » he whispered. Il s'agenouilla et passa ses doigts au fond du tiroir où l'enveloppe rouge était rangée. Il appuya doucement sur un côté, puis plus fermement. Un léger clic lui répondit. Un faux panneau glissa, révélant un compartiment pas plus grand qu'un livre de poche. À l'intérieur se trouvait une liasse de papier, enveloppée dans une toile cirée. Il la sortit et la déballa avec révérence. Là, dans la main d'Eugénia, se trouvait une dernière lettre, ni à Frobisher, ni à son fils. Elle était seulement adressée à qui la vérité importe. Il l'ouvrit. Les mots étaient fermes, réfléchis, sans hésitation. Si cela est lu, alors je n'ai pas survécu à mes secrets, et c'est peut-être juste. Pendant des années, j'ai aidé Henri à porter des fardeaux dont je sais maintenant qu'ils étaient monstrueux. Je l'ai vu échanger des noms, des vies, contre des promesses d'influence. Je l'ai vu s'enrichir grâce à des tableaux volés à des familles juives, passés par des intermédiaires, épurés par la bureaucratie. Je n'ai rien fait. Mais il y a un nom que je n'ai jamais oublié. Annelise Schifferel avait 16 ans. Sa famille était sous notre protection, pensais-je. Elle me faisait confiance. Je lui ai dit d'attendre, de se cacher. Henri a révélé son nom une semaine plus tard. Elle a été enlevée, elle est morte. J'ai appris cela des années plus tard par quelqu'un qui a survécu, quelqu'un qui a gardé son souvenir vivant. Il était là aussi, Ashcroft, mais un autre homme aussi. Il se faisait appeler Dorian, je n'ai jamais su son nom complet. Mais il avait des relations, britanniques, autrichiens, un passeur de silence. Quand j'ai commencé à écrire ces lignes, j'ai eu de ses nouvelles pour la première fois depuis 30 ans. Il voulait savoir ce dont je me souvenais. Je crains de ne pas avoir encore nommé l'homme le plus dangereux. Poirot lut les dernières lignes 2 fois, puis plia la lettre et la plaça dans sa poche de poitrine. Il se leva, épousseta ses genoux et remit le bureau dans son état impeccable. Il quitta la maison avec un léger clic de porte. De retour à l'appartement, Hastings regarda Poirot raconter le contenu de la lettre. « Un homme nommé Dorian ?» demanda-t-il. « C'est tout ?» Poirot hocha la tête. « C'est tout ce qu'elle savait. Mais ce n'est pas tout ce que nous avoir. » Il s'approcha, à nouveau du tableau en liège, et en tira une photographie jaunie et dont les bords étaient courbés. Elle représentait 4 hommes et une femme à une réception à l'ambassade en temps de guerre. Eugénia marche en tenue de soirée. Henri marche derrière elle. Le colonel Ashcroft, reconnaissable et droit. Un 4e homme, flou, et à côté d'eux, une silhouette à demi détournée de l'objectif, souriante. Poirot tapota l'homme souriant. « Voici Hastings, notre fantôme, le Dorian de sa lettre. Et maintenant, nous allons le retrouver. » La tâche a pris 2 jours et a nécessité 2 services, l'un d'un contact au British Museum, l'autre d'un archiviste à la retraite du ministère de la Défense. La photographie avait paru dans un journal d'actualité de guerre. La légende complète révélait le nom définitif. Dorian Vale, attaché culturel, agent de liaison auprès des services de renseignement britanniques. Vale, dit doucement Poirot. Il a échappé à l'attention pendant des décennies. Un fantôme dans les cercles diplomatiques. Mais il était à l'origine de nombreuses transactions décrites par Madame Marsh. Il en a probablement orchestré une grande partie et a assuré le silence avec une précision impitoyable. Et il est toujours en vie. C'est possible. Les hommes comme Val ne meurent pas. Ils se dissolvent. Mais s'il est vivant, il ne voudra pas que cette lettre soit connue. Poirot se tapota le menton. « Nous devons être prudents. Ce n'est plus une question de culpabilité, Hastings. C'est une question de survie, la nôtre et la sienne. » 2 jours plus tard, une enveloppe arrivait à Whitehaven Mansions. À l'intérieur se trouvait une coupure de presse, datée de 20 ans auparavant. Le titre, « Un diplomate obscur meurt au Maroc ». Une photographie de Dorian Vale, plus âgé, toujours au regard perçant. Poirot le brandit à la lumière. 4.
Mots y étaient écrits en une écriture serrée et bouclée. « Tu arrives trop tard, Poirot. » Poirot le fixa longuement, puis le rangea dans la poche de son manteau. Il se tourna vers Hastings. « La vérité est un oiseau, Hastings. Tu peux voir son ombre et suivre son vol, mais parfois tu ne trouves que les plumes qu'il reste. » Hastings, troublé, ne dit rien. Poirot se versa un petit cognac et s'assit, les yeux lourds de pensée. Mais Madame March n'est pas morte pour rien. Son histoire sera lue. Le nom de Vail n'est plus inconnu aujourd'hui, et parfois, Hastings, la vérité compte plus que la justice. Le feu crépitait. Dehors, la pluie recommençait, régulière et douce. La pluie persista jusqu'au lendemain, brouillant le ciel londonien en silhouette floue derrière les vitres de Poirot. À l'intérieur de Whitehaven Mansion, en revanche, la clarté régnait. Des couverts parfaitement alignés, une rangée symétrique de dossiers sur le bureau, et Poirot lui-même, assis, les doigts croisés, les yeux fixés sur un unique document, posé devant lui. C'était la copie définitive, non expurgée, des aveux d'Eugénia March. Frobisher l'avait rendue à Poirot la veille au soir, honorant sa promesse de ne pas la détruire. L'avocat en avait parcouru le contenu avec inquiétude, réalisant qu'il ne s'agissait pas seulement d'une curiosité historique, mais d'un véritable fléau politique. Le document ne citait pas seulement March et Ashcroft. Il faisait allusion à une collusion internationale, à des réseaux de contrebande masqués par l'immunité diplomatique et à un silence d'après-guerre orchestré par des hommes haut placés, déterminés à ce que certaines choses restent secrètes. Et maintenant ce silence s'était brisé. Poirot ferma doucement le dossier. « Hastings, dit-il sans lever les yeux, combien d'hommes, à ton avis, ont été ruinés non par des mensonges, mais par des vérités dites trop tard ?» Hastings, qui feuilletait un ancien numéro de Le Times, jeta un coup d'œil. « Je ne suis pas sûr de suivre. La vérité est une arme, mon ami. Brusque quand elle tarde, aiguë quand elle arrive à point nommé. Madame March a trop tardé, et lorsqu'elle a finalement agi, elle est devenue vulnérable. Ashcroft a tenté de la réprimer, Ben a paniqué, et Val, si c'était bien son nom, a joué le jeu du silence. Tu penses toujours que la mort de Val est suspecte ? Poirot pencha la tête. Je crois que c'est commode. Mais supposons que ce soit vrai. Malgré tout, son héritage perdure. D'autres ont profité de ce qu'il a mis en place. La lettre d'Eugénia laissait entrevoir des circuits financiers toujours actifs, des comptes offshore, des provenances falsifiées pour des œuvres d'art volées. Cette piste, je le soupçonne, n'a pas disparu. Ça, tu veux dire l'argent ? Poirot hocha la tête. Suivez l'argent et vous trouverez souvent le mobile. On frappa violemment à la porte. Poirot se leva et répondit lui-même. Sur le seuil se tenait une femme d'une trentaine d'années, élégante, posée et vêtue d'un manteau bleu marine sur mesure. Son regard était perçant, ses gestes mesurés. « Mademoiselle March, » dit Poirot sans surprise. « Entrez. » La fille de Gerald March, Claudia, est entrée avec l'air de quelqu'un qui a hésité pendant des heures, avant de décider d'agir. « Je ne savais pas où aller, » dit-elle. « Tu es le seul qui pourrait encore être intéressé par ce que j'ai découvert. Asseyez-vous, » dit Poirot en désignant la chaise en face de la sienne. « Vous êtes allé chez votre grand-mère. »« Oui, » répondit Claudia en sortant une enveloppe de son sac à main. « Père m'a demandé de trier certaines choses que la police a rapportées. Parmi elles, il y avait de vieux livres de contes et des reçus. La plupart étaient banals, mais celui-ci a attiré mon attention. » Elle tendit à Poirot une feuille de papier carbone pliée. C'était un ordre de virement bancaire, daté de 5 ans, émis d'un compte à Genève vers un compte à Buenos Aires. Le nom du destinataire était masqué par l'âge et des taches, mais le numéro de référence était clair. 3 mots étaient griffonnés de la main de sa grand-mère au bas de la feuille. « Pour la fille ». Les yeux de Poirot se rétrécirent. « Ça change beaucoup », murmura-t-il. Elle envoyait de l'argent à quelqu'un. Mais à qui ? Claudia se pencha en avant. Je me suis souvenu de quelque chose. Quand j'étais adolescente, j'ai passé un été chez elle.
Je l'ai entendue au téléphone, tard un soir. Elle parlait français. Mon français était mauvais à l'époque, mais je me souviens d'un mot. Elle a dit orpheline. Orphelin. Le regard de Poirot s'aiguisa. Une orpheline. Peut-être la fille d'une des victimes de la trahison d'Henry Marsh, ou une survivante placée sous protection. Claudia hocha la tête. C'est possible. Poirot se leva et se dirigea vers la carte toujours accrochée au mur. Il posa légèrement un doigt sur Genève. Alors peut-être que sa culpabilité n'était pas seulement un fardeau, c'est devenu une mission, une expiation sous forme de soutien financier. Il se tourna vers Claudia. « Tu as bien fait de m'apporter ça. Puis-je le garder ?»« Bien sûr. » Poirot inclina la tête. « Ta grand-mère serait fière de toi. » Claudia rougit et l'espace d'un instant, son sang-froid se brisa. Je ne l'ai jamais vraiment connue. Elle m'a toujours semblé si distante. Maintenant je comprends pourquoi. Le ton de Poirot s'adoucit. Le chagrin érige souvent des murs que seule la culpabilité peut franchir. En partant, Hastings regarda Poirot avec une expression interrogatrice. « Tu n'as pas fini, n'est-ce pas ?»« Non, » répondit Poirot. « Il reste une histoire inachevée. La jeune fille, quelle qu'elle soit, représente le nœud final de cette tapisserie. Si nous parvenons à la retrouver, nous comprendrons tout ce que Madame Marsh craignait, et peut-être tout ce qu'elle espérait racheter. 2. Jours plus tard, Poirot et Hastings se présentèrent au consulat suisse avec une demande officielle d'information. Poirot, comme à son habitude, ne s'appuya ni sur ses titres ni sur ses références, mais apporta une lettre de demande soigneusement rédigée, mentionnant le numéro de compte de Genève et expliquant poliment mais fermement son importance, potentielle pour une question de justice historique. Le commis, un jeune homme aux cheveux auburn et aux manières impeccables, étudia le numéro, tapa quelques entrées dans son système et fronça les sourcils. Ce compte a été désactivé en 2021, a-t-il précisé. Auparavant, des paiements réguliers étaient effectués depuis ce compte vers un compte privé situé dans une zone rurale de Belgique. Le destinataire était simplement identifié comme AS. Les moustaches de Poirot frémirent. « Ça est ça, das oui. » Et les versements étaient modestes, des virements mensuels. Toujours précis, 1400 francs. Hastings fronça les sourcils. « Ce n'est pas une fortune. »« Non, » murmura Poirot. « C'est une allocation, modeste, mais constante. » Le greffier ajouta, « La dernière adresse enregistrée était celle d'un couvent-école à Dinan, les Dames de la Lumière. » Poirot sourit faiblement. « Bien sûr, la lumière. » Le voyage jusqu'à Dinan se déroula sans incident, hormis le silence grandissant de Poirot, tandis que le train serpentait à travers les collines brumeuses de la vallée de la Meuse. Arrivés au couvent aux murs de pierre, ils furent accueillis dans un humble parloir par une sœur au regard bienveillant et à la voix douce. « Oui, » répondit-elle lorsqu'on lui montra le document. « Anna Liez. Elle vit avec nous depuis l'âge de 8 ans. Eugénia Marsh a payé ses études, ses vêtements, tout. Anna Liez, » répéta Poirot, nommée peut-être d'après la fille, disparue. On ne lui a jamais dit grand-chose, ajouta la sœur. On lui avait seulement dit qu'une bienfaitrice lointaine avait choisi ses soins. Mais elle a toujours soupçonné qu'il y avait autre chose. Pouvons-nous lui parler? Bien sûr. Elle a 19 ans maintenant. Elle étudie pour devenir enseignante. Quand Annalise entra dans le salon quelques minutes plus tard, Poirot en eut le souffle coupé. Elle était grande, avec des cheveux châtain clair et des yeux sombres et intelligents, des yeux emplis de curiosité et du calme de quelqu'un qui avait connu le silence et la gentillesse. « Monsieur Poirot ?» demanda-t-elle dans un français. « Impeccable. »« Oui, mademoiselle. Je sais que mon tuteur est mort. »« Oui ?» Elle hocha la tête, mais pas qui elle était vraiment. Poirot lui fit signe de s'asseoir. « Voulez-vous savoir ?» Le regard d'Annalise croisa le sien. J'en ai toujours rêvé. Et c'est ainsi que Poirot lui raconta, pas toutes les horreurs, pas la trahison, mais suffisamment. Il lui parla d'une femme accablée de culpabilité,
d'une vie passée en silence, de crimes passés sous silence et d'une tentative pour équilibrer la balance, il termina doucement. Tu étais sa rédemption. Annaliese resta assise un long moment. Alors je lui pardonne, dit-elle enfin, même si elle ne me l'a jamais demandé. Sur le chemin du retour vers Londres, Hastings observa Poirot avec une révérence silencieuse. « Tu as déjà résolu des meurtres, mon vieux ?» dit-il, mais cette fois je crois que tu as résolu quelque chose de plus profond. Les yeux de Poirot étaient fermés, mais il souriait. « Il y a la justice, Hastings, » murmura-t-il, « et il y a la paix. On n'a pas toujours les deux. Mais aujourd'hui, je crois que c'est le cas. » Le crépuscule londonien était pâle et strié d'or délavé, lorsque Poirot et Hastings retournèrent à Whitehaven Mansion. Les lampes à l'extérieur vacillaient, tandis que la ville changeait de rythme, le jour cédant la place au bourdonnement paisible de la nuit. Pourtant, dans l'appartement de Poirot, aucune transition de ce genre ne se produisait. L'atmosphère restait tendue, précise, comme si même la faible luminosité avait été expliquée par le sens de la symétrie interne du grand détective. Poirot retira ses gants et son chapeau avec précaution avant de se tourner vers Hastings, qui s'était confortablement affalé dans le fauteuil près de la cheminée. « Nous y sommes presque, mon ami, » dit-il en se versant un modeste verre de cassis. « Mais avant que le rideau ne tombe, il reste une dernière tâche à accomplir, la plus délicate de toutes. » Hastings ouvrit un œil. Plus délicat que d'affronter Ashcroft ou de retrouver la fille. Poirot hocha la tête. Plus délicat que n'importe quel entretien ou déduction, car il ne s'agit pas d'une question de droit ni d'une quête de vérité. Il s'agit d'une question de justice, une justice qui doit être administrée et non appliquée. Hastings se redressa perplexe. « Que veux-tu dire ?» Poirot marcha lentement vers la cheminée d'un ton calme. « Gérald marche. Le fils, il n'a aucune responsabilité pénale, mais ses choix, son insistance sur la confrontation, son invitation à Ashcroft ont déclenché la chaîne d'événements qui a tué sa mère. Il ne sera jamais poursuivi pour cela. Mais il y a encore quelque chose qu'il ignore. Quelque chose qu'Eugénia a emporté dans la tombe, mais qui doit maintenant être dit. » Hastings cligna des yeux. « Tu parles de la fille, Annaliese ?» Poirot inclina la tête. « En effet, mais pas seulement qui elle est, quoi elle est. » Poirot se dirigea vers son bureau et récupéra les aveux scellés. Il les tourna jusqu'à la dernière page et les plaça devant Hastings, tapotant un paragraphe vers le bas. « Si quelqu'un trouve cela et cherche à comprendre pourquoi j'ai caché le nom de la fille à mon fils, c'est parce qu'Éliste, sa fille, enfant d'une liaison en temps de guerre avec une réfugiée, jamais reconnue, jamais connue. Lorsque j'ai découvert son sort, lorsque j'ai appris que l'enfant avait survécu, j'ai assumé une responsabilité que mon fils ignorait jusqu'alors. Je l'ai élevé en silence comme un fantôme de nos péchés et la dernière lueur d'humanité de mon mari. » Hastings émit un léger sifflement. « Alors, Gérald, il a une fille dont il ignorait l'existence. Annaliese, » dit doucement Poirot. « Son enfant, l'ultime héritage vivant de tout ce qu'Eugénia a cherché à expier, et il n'en a aucune idée, aucun. » Poirot plia la confession et la glissa dans une enveloppe en papier Kraft. « Je lui dirai moi-même. » Le lendemain, Poirot retrouva la route tranquille de Maidenhead. La maison était la même, inchangée, sa pelouse soignée et ses arbustes, dissimulant les racines emmêlées sous l'arbre généalogique. Gérald ouvrit la porte, cette fois en chemise et lunettes, visiblement surpris. « Je ne m'attendais pas à te revoir. Je ne demande que 15 minutes, dit Poirot, et je ne porte aucune accusation. » Gérald s'écarta sans un mot. À l'intérieur, le salon semblait plus vivant cette fois. Des papiers sur la table, une pipe posée sur la cheminée. Il fit vaguement signe à Poirot de s'asseoir. « En as-tu trouvé d'autres » demanda-t-il. Poirot le regarda dans les yeux. « Oui, et vous devez vous préparer. Ce que je vais vous dire risque de vous faire trembler, mais c'est la vérité, et il faut l'affronter. » Gérald hocha lentement la tête.
Vas-y. Poirot sortit l'enveloppe de sa poche et la posa sur la table entre eux. En examinant les papiers, de votre mère, une lettre a refait surface. Elle ne vous l'a pas adressée, mais elle vous concerne. Plus précisément, à propos de votre fille. Gérald se figea. Mon... Quoi? Elle s'appelle Anna Liez. Elle est née en Belgique durant les derniers mois de la guerre. Sa mère était une réfugiée juive, une femme que vous avez brièvement connue à Vienne. Votre mère n'a découvert la vérité que des années plus tard. Trop tard pour la femme qui a péri, mais pas pour l'enfant qui a été placé. Gérald était pâle maintenant, ses mains agrippant le bord de la chaise. Elle m'a caché ça. Elle a fait plus que le garder. Elle a assumé ses responsabilités. Discrètement, elle a financé l'éducation de la jeune fille. Elle a veillé à ce qu'elle soit éduquée, protégée, et qu'elle ait un avenir. Elle l'a fait en votre nom, mais à votre insu. La voix de Gérald, lorsqu'elle se fit entendre, était à peine audible. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Peut-être craignait-elle votre réponse. Peut-être croyait-elle que c'était une pénitence. Pour elle, pour votre père et même pour vous. Peut-être aussi croyait-elle que le moment venu, vous chercheriez la vérité. Et c'est ainsi qu'elle a attendu. Gérald se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre, les épaules voûtées. Comment est-elle? Elle est intelligente, compatissante. Elle ne cherche ni vengeance ni héritage. Elle sait seulement qu'une femme lui a donné sa chance et que la vérité faisait partie de ce don. Il y eut un silence. Où est-elle maintenant? À Dinan, dans un couvent, étudiée pour enseigner. La voix de Gérald se brisa. Sait-elle qui je suis? Poirot se leva doucement. Elle sait qu'elle est née de la perte et qu'elle a été portée par la grâce. Le reste dépend de toi. Il laissa l'enveloppe sur la table et partit tranquillement. De retour à Londres ce soir-là, Poirot était assis seul. La confession avait fait son effet. Les morts avaient parlé. Les vivants devaient maintenant décider quoi faire de ce qui restait. Il était à mi-chemin de sa tisane du soir lorsque Hastings revint. « Eh bien ?» demanda Hastings. Poirot esquissa un sourire las. Il pleurait. Pas pour lui, mais pour elle. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Hastings hocha la tête. Va-t-il la rejoindre? Je crois qu'il le doit, sinon le fardeau ne le quittera pas. Et peut-être, n'est-il pas trop tard pour forger quelque chose de nouveau à partir de tout ce qui a été brisé? Poirot posa sa tasse et se leva. Cette affaire, mon ami, ne ressemble à aucune autre. Pas d'arrestation en règle, pas d'aveux impeccable de la part d'un criminel acculé. Mais c'est la vie, n'est-ce pas? Elle se termine rarement par des applaudissements et une révérence. Le plus souvent, elle continue, tout simplement. Quelques semaines plus tard, une modeste enveloppe arrivait à Whitehaven Mansions, sans adresse de retour. À l'intérieur, une photographie. On y voyait une jeune femme assise sur un banc de jardin à côté d'un homme d'âge mûr. Elle tenait un livre sur ses genoux. Il la regardait, incertain et plein d'espoir. Sa main reposait doucement sur la sienne. Au dos, 3 mots étaient écrits de la main d'une femme. « Merci, monsieur Poirot. » Poirot le posa sur la cheminée et resta longtemps devant lui. Puis, avec une satisfaction tranquille, il se détourna. C'était une douce soirée de printemps à Londres, et bien que la ville vibrât à son rythme habituel, grondement des voitures, sur les pavés, conversations s'échappant des cafés, murmures des radios derrière les fenêtres ouvertes. Le salon de Whitehaven Mansions était inhabituellement calme. Poirot se tenait au fond de la pièce, les mains jointes dans le dos, les yeux fixés non pas sur un dossier ou une carte, mais sur la photographie encadrée désormais discrètement posée sur la cheminée. Ce témoignage est resté là, tel, un témoignage discret. Une jeune femme, Annalise, aux côtés d'un homme qui venait tout juste de découvrir qu'il était son père. Ce n'était pas une photo pour la presse, ni destinée à l'histoire. C'était un instant capturé et conservé, l'essence même de la clôture. Les lèvres de Poirot se courbèrent légèrement. « Tu sais, Hastings, dit-il doucement,
Il y a une différence entre résoudre une affaire et réparer une vie. Hastings leva les yeux de sa chaise. On a beaucoup vu les deux ces derniers temps, en effet. Poirot retourna à son siège, ajustant ses menottes avec sa précision habituelle. Et pourtant, plus je résous d'affaires, plus je me rends compte de la fragilité de la justice. Ce n'est pas une épée. C'est un fil, facile à effilocher, facile à perdre. Hastings se pencha en avant d'un ton pensif. « Regrettez-vous la fin de cette histoire? Pas d'arrestation dramatique, pas de procès ?» Poirot réfléchit. « Non, parce que la vérité n'a pas disparu. Elle a simplement changé de main. » Il marqua une pause. « Tu te souviens de ce qu'Ashcroft a dit, Hastings, que le passé était chargé d'ombre. C'est ce que redoutait le plus Eugénia Marsh. Non pas le jugement, mais le moment où son silence se transformerait en trahison. Elle a été courageuse, a déclaré Hastings. À la fin, elle l'était, acquiesça Poirot. Elle a choisi d'affronter ce qu'elle avait fui pendant des décennies, de risquer non seulement sa réputation, mais aussi sa vie, pour donner la parole à ceux qui étaient réduits au silence. C'est ça le courage, Hastings. Pas bruyant, pas glorieux, discret, privé et rare. Il tendit la main vers la confession désormais familière, feuilletant à nouveau les pages, comme s'il relisait une histoire dont la fin semblait encore incomplète. « Elle connaissait le danger, murmura-t-il. Elle écrivit « Je ne vivrai pas longtemps après cette lettre, je crois. Mais c'est peut-être juste. Peut-être faut-il toujours payer des intérêts sur un silence emprunté. » Hastings ne dit rien. Dehors, le faible sifflement d'un sifflet de police résonnait faiblement par la fenêtre ouverte. Poirot poursuivit. « On parle souvent des mécanismes du crime. Qui, quand, comment. Mais cette fois, Hastings, nous étions invités à comprendre. Pourquoi? Et le pourquoi a des racines plus profondes que n'importe quel acte de violence. » Hastings fit un geste vague vers la cheminée. Et les autres noms, les fonctionnaires mentionnés par Madame Marsh, les ventes d'œuvres d'art contrefaites, le blanchiment d'argent d'après-guerre, seront-ils un jour traduits en justice? Le regard de Poirot s'assombrit légèrement. Certains l'ont déjà fait, par la résignation, la disgrâce ou la fin discrète de leur carrière. D'autres, peut-être pas. Il y a toujours ceux qui échappent au jugement formel. Mais la vérité, mon ami, a tendance à persister. Elle se révèle dans les murmures, dans les annales, dans les yeux de ceux qui commencent à poser des questions. Hal sirota sa tisane. « Et Gérald Marsh ?» demanda Hastings. « Crois-tu qu'Annaliese et lui formeront un jour une vraie famille ?» Poirot haussa les épaules. « Ce n'est pas à moi de le dire. Je ne me mêle pas des cœurs humains. Mais ils ont commencé. Ils ont choisi de se rencontrer, de parler, de savoir l'un les autres. C'est plus que ce que beaucoup peuvent faire. » Il se leva et marcha lentement jusqu'à la fenêtre. En contrebas, les lampadaires brillaient doucement, baignant la route d'une douce lumière dorée. Je crois, Hastings, que lorsque Madame Marsh qui envoyait cette dernière enveloppe à son avocat, elle ne se contentait pas de protéger ses aveux. Elle préservait une flamme. Elle voulait que quelqu'un découvre la vérité, certes, mais plus que cela, elle voulait que quelqu'un soince assez pour en faire quelque chose. Hastings pencha la tête. « C'était toi. » Poirot s'autorisa un rare sourire. « Modestement, oui, mais aussi Gérald, et Claudia, et Annaliese. Il a fallu de nombreuses mains pour exhumer cette histoire. On a frappé à la porte. » Poirot répondit lui-même. Un agent en uniforme lui tendit une fine enveloppe. « Pour vous, monsieur, venu par dépêche spéciale. » Poirot l'ouvrit tandis que la porte claquait. À l'intérieur se trouvait une lettre, manuscrite. Le papier était épais et coûteux. L'écusson en haut était celui du ministère des Affaires étrangères. Il lut en silence, puis le passa à Hastings sans commentaire. Hastings a lu à haute voix. « Monsieur Poirot, au nom de plusieurs services qui examinent actuellement des documents de guerre longtemps cachés au public, je tiens à vous remercier pour votre gestion discrète de l'affaire Marsh. Même si la reconnaissance publique n'aura peut-être jamais lieu,
Les documents que vous avez contribué à récupérer ont déjà donné lieu à des enquêtes internes et à la clôture discrète de plusieurs comptes étrangers douteux. Veuillez accepter cette lettre comme confirmation que le nom de Dorian Val n'apparaîtra plus dans aucun document gouvernemental, non pas par souci de protection, mais pour garantir qu'aucune confusion future ne survienne concernant ses activités. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais j'espère que vous comprenez la valeur de ce qui n'est pas dit. Cordialement, A. Hartnell, directeur liaison avec les affaires spéciales Hastings, baissa la lettre. C'est la façon du gouvernement de dire « bravo, mais ne demandez pas ». De médailles, n'est-ce pas? Poirot gloussa. C'est la façon de faire de toutes les bureaucraties, Hastings. Elles enfouissent la culpabilité sous le papier. Mais ils écoutent. Poirot hocha la tête. Pour l'instant, et peut-être que cela suffira. Ils restèrent assis dans un silence complice, le feu projetant de longues ombres sur le parquet. Hastings prit sa pipe, Poirot plia la lettre et la rangea avec les autres. Dehors, la ville continuait sa route, inconsciente. Finalement, Poirot se leva et dit « Je pense que j'irai à la maison des orchidées demain. » Celui de Q? Oui. J'ai besoin de quelque chose de beau, de quelque chose qui grandit malgré le poids de sa propre fragilité. Hastings hocha la tête. « Tu l'as bien mérité. » Poirot redressa ses menottes et fit une de ces petites révérences précises. Alors disons, Hastings, que la veuve qui tenait la mauvaise lettrelle n'a jamais eu tort. Elle l'a simplement transmise au futur, plutôt qu'au passé. Et sur ces mots, il se retourna, sa silhouette se découpant momentanément dans la lumière de la lampe, un petit homme qui avait porté de grandes vérités à travers de grandes ténèbres, et en était ressorti, comme toujours, immaculé. Plusieurs semaines plus tard, alors que les derniers signes du printemps laissèrent place à un été londonien doux, la vie à Whitehaven Mansions reprit en apparence son rythme habituel. Poirot reprit ses promenades, matinales, mais seulement les jours pairs, et seulement après s'être assuré que ses moustaches étaient parfaitement cirées. Hastings, fidèle à lui-même, avait repris son journal et son scone habituel, mais quelque chose chez les deux hommes avait subtilement changé. Une affaire de meurtre apportait souvent une solution. Celle-ci avait apporté quelque chose de plus rare. Réparation. La dernière pièce est arrivée par la poste un matin calme. Un petit paquet oblitéré de Dinan. L'enveloppe était lourde, soigneusement emballée, et portait une simple adresse. Monsieur Hercule Poirot Manoir de Whitehaven, Londres. L'intérieur, enveloppé dans du papier de soie, se trouvait un journal fin et relié. Le titre, gravé en or sur la couverture bleu marine, disait « Une histoire qui n'est pas la mienne, mais qui m'a été donnée. » Par Annaliese Val Marchen dessous, une dédicace manuscrite. Pour celui qui a rendu la connaissance de la vérité non pas effrayante, mais possible. Les yeux de Poirot restèrent longtemps fixés sur cette ligne. « Hastings, dit-il enfin en brandissant le journal, elle l'a écrit tout entier. Pas les mots de sa grand-mère, ni l'histoire de son père, mais la sienne. » Hastings tendit la main vers le journal avec intérêt. « Est-il publié ? » »« En quelque sorte, » répondit Poirot. « Elle circule discrètement, à travers les réseaux de la mémoire et de l'héritage. Elle apparaîtra dans les archives, dans les bibliothèques universitaires, peut-être même dans les collections de ceux qui ont autrefois tenté de taire ces vérités. Et ils portent leurs deux noms. » Poirot hocha la tête. « Ça boucle, la boucle. » Plus tard dans la semaine, Poirot et Hastings firent une excursion tranquille au jardin de Kew. Parmi les orchidées, sous les vitres et la lumière tamisée du soleil, Poirot flâna tranquillement, s'arrêtant de temps à autre pour admirer la délicate perfection de chaque fleur. « Tu vois, Hastings, dit-il en s'arrêtant devant une Vanda coerulea, la vie comme l'orchidée s'épanouit lorsqu'elle est nourrie de vérité. Elle ne prospère pas dans l'ombre, et elle ne peut certainement pas s'épanouir sous le mensonge. » Hastings sourit. « Tu continues à citer de la philosophie, hein ?» Poirot haussa légèrement les épaules. « Ce n'est pas de la philosophie, mon ami. C'est de l'observation.
Eugénia March choisit d'affronter ce qu'elle avait nié. Gérald choisit d'écouter. Et la fille, Anna Lièze, n'a pas choisi la vengeance, mais la voie. Il se tourna et jeta un coup d'œil vers le toit en verre au-dessus d'eux. Au cours de ma carrière, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui souhaitaient dissimuler la vérité, et beaucoup qui ont souffert pour l'avoir révélée. Mais cette fois, c'est la première fois que je vois la vérité passer. Non pas comme une arme, mais comme une flamme. Douce, lumineuse, indéniable. Ils continuèrent leur chemin, l'air lourd d'odeur et de chaleur. Alors qu'ils approchaient de la sortie, Hastings demanda « Et ensuite, Poirot? Un autre meurtre? Un vol à Monte-Carlo? Un bijou disparu du poignet d'une comtesse ?» Les yeux de Poirot pétillèrent. « Ah, peut-être. Mais pour l'instant, je me contente de soigner. Mes pensées comme on soignerait un jardin, avec patience, précision et grand soin. » Et tandis qu'il sortait sous le soleil de l'après-midi, Hastings rit légèrement, et Poirot, toujours précis, redressa son chapeau d'exactement 2 degrés. Derrière eux, les orchidées se dressaient fièrement dans la chaleur tranquille, témoins silencieux d'un mystère résolu, d'une famille guérie et d'une vérité libérée.